Bonjour et bienvenue dans Out, l'émission. Alors normalement, en cette période, l'AJL, l'association des journalistes LGBTI, vous propose les Outdoors. Mais vu les circonstances, pour une cérémonie plus festive, on vous donne rendez-vous en 2021. Reste que le mois des fiertés touche à sa fin et qu'il est donc encore temps de se pencher sur les combats, les luttes qu'il reste à mener pour nos communautés. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va parler du traitement médiatique réservé aux minorités ces derniers mois. Entre épidémie, critique des violences policières et du racisme en France, prise de parole médiatique assez revigorante des femmes et notamment des lesbiennes. Il s'est passé beaucoup de choses et on va voir ça ensemble. Alors, pour parler de cette loi de bioéthique, nos invités cette fois, Maëlle Lecor, journaliste et auteure de la PMA pour les nuls. Et puis Sandrine Gatchou, vous êtes présidente de l'association des personnes afro-descendantes en parcours de PMA. Et vous avez créé sur YouTube Ovocite Moi. Merci donc à toutes les deux d'être là. Comment vous expliquez l'une et l'autre que les médias aient eu autant de mal à s'intéresser à autre chose que l'ouverture de la PMA aux lesbiennes et aux célibataires? Je pense qu'il y avait une envie médiatique de rejouer un peu le match du mariage pour tous et que du coup la PMA était cette continuité-là, vu qu'à la base la PMA devait être discutée juste après le mariage pour tous. Ça a été retoqué et retoqué et retoqué jusqu'à ce qu'on en arrive là aujourd'hui à enfin une discussion au Parlement qui a débuté à l'automne dernier. Donc je pense qu'il y a cette envie un petit peu de dire c'est la suite en fait, c'est un peu la continuité, donc on va se focaliser là-dessus alors que la révision des lois de bioéthique, on sait très bien que ça ne concerne pas que la PMA, il y a l'euthanasie, il y a la recherche, il y a énormément d'autres sujets, il y a la mutilation des enfants intersexes aussi, voilà, il y a énormément d'autres sujets, mais la PMA a effectivement concentré les regards en fait. Sandrine ? Je rejoins complètement ce que dit Maëlle. Effectivement, c'est une continuité du mariage pour tous. Naturellement, aujourd'hui, les médias, enfin les médias traditionnels, c'est aussi, il y a eu beaucoup de traitements médiatiques, les pour et les contre. C'est à qui, les accès de colère, à qui va monter l'audience. Enfin, moi, j'ai eu l'impression, ce sentiment-là, que c'est vraiment que ces sujets-là qui ont été traités, les pour et les contre, quoi. Donc, oui, c'est pour moi, c'est pour ça que d'autres personnes ou d'autres minorités sur les sujets n'ont pas été abordées. Et il y a beaucoup de sujets très intéressants dans la loi de bioéthique, notamment l'édition des génomes, parce que les personnes noires ont une diversité génomique assez importante. Ça, effectivement, on n'a pas fait aborder ça dans les médias, ces sujets-là. Il y a eu le HLA, le DPI-HLA, qui est aussi un sujet qui nous concerne, nous les personnes noires, parce que voilà, moi je traite vraiment c'est les problématiques des personnes noires. Donc j'ai beaucoup parlé que de ça. Donc vraiment désolée si effectivement je n'aborde pas d'autres sujets parce qu'on est déjà très peu présente et très peu visible dans les médias. Voilà, par exemple, voilà, le fait qu'une personne noire a des difficultés de retrouver une personne compatible en HLA, le DPHLA permet à un couple en fait de personnes noires de pouvoir avoir plusieurs embryons et de pouvoir aider l'enfant qui est malade de la drépanocytose par exemple ou de maladie du sang. Donc c'est vraiment ces sujets-là qu'on n'a pas vu apparaître, mais c'est riche. C'est riche la loi de bioéthique, mais on n'a parlé que de la PMA pour toutes. En fait. C'est vrai que vous avez expliqué plusieurs fois dans quelques interviews votre parcours, c'est-à-dire cette difficulté de trouver des gamètes en tant que personne racisée. Et du coup, vous êtes obligé d'aller à l'étranger, de débourser énormément d'argent. Vous avez été interviewé souvent. Comment ça s'est passé, les interviews avec les médias ? Pour les médias, on parlait que de mon parcours. On m'a jamais interpellé sur la loi de bioéthique. Notamment, peut-être on n'a pas d'avis, sans doute, j'en sais rien. C'est la question, je ne sais pas. Oui, il y a une pénurie en fait d'ovocytes de phénotype noir parce que l'agent biomédecine aussi, il y a ce qu'on appelle l'universalisme républicain. On ne veut pas voir effectivement les communautés. Ça existe les communautés, donc faut le dire. Et c'est important l'entre-soi aussi pour après aussi une fois qu'on est ensemble, on discute et pouvoir aborder les sujets à l'extérieur du groupe qui est le nôtre. Donc oui, il y a l'agent biomédecine qui faisait la publicité de l'information au niveau du don, c'est les médias comme Elle. Enfin, les femmes noires, on ne lit pas Elle, par exemple, il faut le dire. Donc voilà, il y a nos médias communautaires où on ne voit pas ce sujet-là. Donc moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, donc je suis allée dans les rues de Paris, à Marseille, pour faire la diffusion du don d'ovocytes et pour nous rendre visibles. Et à travers les vidéos sur la YouTube, effectivement, ils ont rendu compte que tiens, il y a une personne, finalement, si l'État ne fait pas quelque chose, parfois on est souvent obligé de faire ça pour nous. Et aussi
cette problématique-là, parce qu'au niveau même européen, lorsque je suis partie, oui, à l'étranger, au Portugal, les cliniques, notamment, c'est plus cher pour les ovocytes noirs. Ah oui, c'est plus cher. Oui, dans ces cliniques, c'est beaucoup plus cher. Moi, par exemple, pour parler de mon cas personnel, j'ai dû renoncer au phénotype noir parce que le marché aujourd'hui, il est porté uniquement par le phénotype caucasien. Voilà, et la plupart même des cliniques aussi en Espagne vont acheter les gamètes, par exemple, dans les pays africains. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas. Donc, une fois qu'on rentre dans le parcours-là, qu'on va creuser sur les sujets des gamètes, c'est une marchandise, clairement, pour le dire comme ça. On achète là, on propose, et parfois on propose à des prix aussi parfois importants, alors qu'on achète déjà dans notre pays. Donc c'est quelque chose, voilà, la demande, l'offre et la demande est plus importante pour les gamètes caucasiens. Alors, les médias, Maëlle, expliquent souvent, quand il est question de bioéthique, de PMA, qu'ils ne peuvent pas bien traiter le sujet parce que les gens ne veulent pas se déplacer pour parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, il faut comprendre qu'en face, souvent l'interlocuteur, c'est la Manif pour tous, c'est les associations des familles catholiques, voilà, c'est toutes ces collectifs, ces associations qui font partie de la nébuleuse de la Manif pour tous, et c'est des gens qui sont rendus très facilement disponibles pour parler dans les médias, qui ont des éléments de com tout prêts, qui ont des communiqués de presse rodés, qui savent y faire en fait avec les médias, qui ont compris comment fonctionne la machine médiatique, qui sont rodés à ça. Et je pense qu'en face, les associations homoparentales, par exemple, n'ont pas cette force de frappe. En fait, elles n'ont pas la même force de frappe. Et je pense que du coup, c'est plus compliqué, voilà, de faire face à ça. Et je pense aussi qu'il y a un truc assez décisif, c'est que une asso homoparentale va être représentée par quelqu'un qui est concerné dans sa vie personnelle parce qu'elle va défendre sur le plateau. En face, Ludovine de la Rochère, ça ne la concerne pas en fait cette question-là. Elle va asséner des arguments scientifiques ou idéologiques ou philosophiques, voilà. Mais en soi, quand on est concerné directement aussi, on prend un risque médiatiquement à se mettre en avant. Et ça, je pense que là-dessus, quand on prend les pour et les contre, on ne part pas du même endroit, en fait. C'est ça le résultat, c'est que d'un côté, il y a un risque et d'un côté, il n'y en a pas. Voilà. Le fait que les médias ne s'emparent pas des questions comme celles que vous avez abordées aujourd'hui fait qu'elles sont invisibles. Vous avez le sentiment qu'elles sont abandonnées aussi par le politique, du coup. Je veux dire que c'est lié, le lien média-politique et évolution de la loi. Pour moi, oui. Enfin, il y a ce lien-là parce qu'effectivement, quand on devient plus visible, là, les politiques, ils sont interpellés parce que ça fait plus de bruit, ce qui est normal. Je rejoins assez ce que a dit Maëlle. Hein. Vraiment, c'est pertinent ce qu'elle dit parce que, oui, même dans la représentation des médias, c'est que on est déjà concerné. Moi, j'ai été dans le parcours de PMA, donc du coup, il y a finalement aussi s'exposer, parler de ça en bout de sa vie, aussi certains éléments également, et ce rapport-là d'être scruté, de remettre en doute sa parole, de questionner son témoignage, même son ressenti. C'est parfois ça fait peur en fait qu'on est vraiment concerné parce qu'on est déjà englué dans certaines souffrances, parce que c'est aussi un parcours parfois douloureux. Donc c'est pour ça que des personnes en général qui sont pas concernées, on va plutôt aller vers ces personnes-là parce qu'on va être disponible et la personne qui est concernée sera peut-être moins disponible. Après, pour répondre à la question sur pourquoi effectivement nous, les personnes noires, n'ont pas été interpellées, là aussi dans la PMA, parce qu'on parle de la procréation, c'est les personnes noires, il y a tous ces préjugés racistes, font beaucoup d'enfants, voilà, donc ça aussi Emmanuel Macron lors du G20 à Hambourg qui parle de aller, pour investir autant d'argent pour une femme qui fait 7 à 8 enfants, ça n'a pas apporté un grand progrès. Donc ça aussi, mais ce qu'on oublie, par exemple, il y a Gérard Bourvier qui a écrit dans Variance sur l'NCA, qui est un statisticien, qui dit par exemple les descendants des immigrés font moins d'enfants que les femmes françaises. Ça, beaucoup de gens ne connaissent pas ces genres de chiffres. Vous allez à la PMA, dans les centres de PMA en Ile-de-France, vous allez voir, ceux qui consultent les PMA, c'est nous, c'est les personnes noires. Donc finalement, il y a une dichotomie, en fait, il y a une différence entre la réalité et effectivement les discours qu'on entend, et on ne voit pas les personnes en fait noires sur le devant de la scène, à part leurs problématiques, leur parcours et les difficultés qu'on rencontre. Voilà, d'autres difficultés, il y a les dom
DOM, par exemple. Dans les DOM, pour pouvoir faire la PMA, parce qu'il y a pareil aussi, il n'y a pas beaucoup de donneuses noires dans les DOM, elles sont obligées d'aller en Espagne, alors qu'il y a les cliniques à Barbade, dans les Barbades, où on peut faire des accords. Comme Saint-Miquelon fait des accords avec le Canada, qui est à majorité blanche, faut le dire. Donc Saint-Miquelon, voilà, donc qui ont des accords avec le Canada. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre, parce que finalement, on est écarté de ce débat-là. On se préoccupe pas de nous. Le sujet est vraiment vaste. Nos pathologies, les pathologies des personnes noires, les fibromes, les femmes noires errent de spécialistes en spécialistes, des années, finalement, elles se retrouvent avec une réserve ovarienne qui a été épuisée parce qu'on n'a pas trouvé des solutions pour leur problématique. L'endométriose, on confond les IST, bah ouais, elles sont hyper sexualisées. Les femmes noires, elles font beaucoup l'amour, enfin forcément, parfois des mauvais diagnostics. C'est vraiment notre réalité elle est vraiment là, et ça j'ai pas vu ça dans les médias, cet angle-là. On n'a pas abordé tous ces sujets-là. En Maëlle, l'autre angle mort, totalement mort, c'est la question des personnes trans. Là aussi, les médias, zéro. Mais alors, est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué? C'est pour ça que vous avez fait d'ailleurs la PMA pour les nuls? C'est rigolo de dire, justement, c'est trop compliqué. Très clairement, aujourd'hui en France, au niveau médiatique, il y a eu une amélioration quand on parle des questions trans, quand on fait un portrait d'une personne trans. Voilà. Il y a eu vraiment des améliorations ces dernières années là-dessus. Par contre, il y a clairement un prisme au travers duquel les journalistes voient ces questions-là, c'est-à-dire qu'on va parler de la transition, on va parler du coming out, on va parler des réactions de l'entourage. Voilà. On va circonscrire ce sujet à ça et voire au-delà, c'est-à-dire l'idée que les personnes trans ont des familles, l'idée que des hommes trans peuvent avoir cette revendication de la PMA parce qu'un homme trans peut être enceinte, un homme trans peut accoucher d'un enfant et l'élever. Voilà, ça c'est des impensés en fait médiatiques et de fait derrière on a une loi qui avait cette possibilité d'inclure les personnes trans et au contraire aujourd'hui on a une loi qui va permettre, je l'espère, aux femmes célibataires, aux couples de femmes d'avoir accès à la PMA, mais qui va derrière créer une nouvelle discrimination, c'est-à-dire que les personnes trans vont en être exclues. Vous disiez, c'est compliqué, mais c'est exactement ce qu'a dit Agnès Buzyn, en fait, au moment de retoquer les amendements de plusieurs députés en commission qui portaient justement sur l'inclusion des hommes trans sur la loi sur la PMA. Elle a dit, c'est compliqué. Non, ils ne connaissent pas, en fait. Mais c'est ils s'y intéressent pas. Il n'y a pas d'intérêt. Et au bout d'un moment, ce non-intérêt, ça devient aussi du mépris, en fait. C'est-à-dire que c'est une loi qui concerne des personnes, en fait. Donc le résultat, voilà, c'est ça, c'est que ça crée un impensé médiatique en fait concrètement dans l'œil du grand public, si tant est qu'on puisse parler d'un grand public. Mais voilà, ça crée voilà un vide et effectivement derrière, on a des ministres qui disent bon désolé, pas cette fois. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler sur ce plateau.